Nous en sommes maintenant à la période de questions et de réponses orales et je cède la parole au chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, bonne nouvelle. On apprend dans la presse qu'après s'être cassé les dents avec le ministre de l'Immigration, la CAQ fait maintenant circuler un mot d'ordre au sein de ses ministres. Prenez le temps et travaillez comme du monde. Chose certaine, on est mal parti. Selon Denis Lessard, le projet de loi sur les tarifs d'Hydro-Québec passera coûte que coûte, même au prix d'un autre bâillon. Pourquoi? Parce que le premier ministre a besoin de ce qu'on appelle une machine à cash pour payer ses promesses électorales et cette machine, elle s'appelle Hydro-Québec. Le premier ministre a été clair en Chambre, c'est Hydro-Québec qui va lui permettre, entre autres, de financer certains de ses projets. C'est sûr que les Québécois vont se faire avoir. Contrairement aux 4 dernières années, ils ne paieront jamais leur électricité sous l'inflation. Le premier ministre a même refusé notre proposition de laisser la Régie de l'énergie fixer des tarifs plus bas. Pire, le gouvernement enlève pour 5 ans les pouvoirs de la Régie. La Régie, Monsieur le Président, c'est un peu comme le protecteur du citoyen, mais pour le consommateur d'électricité. Qui envisagerait d'ailleurs de dépouiller le protecteur du citoyen de ses pouvoirs? Le premier ministre doit reconnaître qu'il n'a aucune idée des impacts de son projet de loi. Peut-il reconnaître qu'il a toujours pensé que les Québécois ne payaient pas assez cher leur électricité? Et en fait, ce qu'il veut, c'est d'aller chercher le plus d'argent possible. Monsieur le Premier ministre, je vous rappelle à tous de faire attention à certains mots utilisés sans les rappeler, mais vous le savez, Monsieur le Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, chef de l'opposition officielle nous dit qu'on doit maintenant travailler comme du monde. Je l'invite à lire le rapport de la VG hier. Il va voir la définition contraire. Il va voir comment c'est un gouvernement qui est brouillon. Et, Monsieur le Président, je l'ai difficulté à suivre le chef de l'opposition officielle concernant Hydro-Québec. Il nous dit que c'est une machine à cash qui va financer nos projets. Or, l'année prochaine, les tarifs d'Hydro-Québec vont être gelés. Donc, je ne sais pas ce qu'on va financer de plus avec un gel. J'ai beaucoup de difficultés à essayer de suivre le chef de l'opposition officielle. Par la suite, il y aura des augmentations égales à l'inflation. Comme le sait le chef de l'opposition officielle, on essaie de donner l'inflation aux employés de la fonction publique, qui représentent à peu près 2/3 de nos dépenses. Donc, encore là, j'ai de la misère à voir la machine à cash qui va nous permettre de financer des projets. Donc, peut-être dans sa complémentaire, il peut nous expliquer un petit peu mieux où il voit le cash additionnel qu'on va aller chercher chez Hydro-Québec. Première complémentaire, Monsieur le chef de l'opposition officielle. Premièrement, Monsieur le Président, le gouvernement a modifié les prédictions d'augmentation 3 fois durant cette session-là. Selon Francis Veil de la presse, le Québec a affiché la plus forte hausse de l'inflation au Canada. Au même moment où on débute, selon des experts, une période de forte inflation, les coûts de production d'Hydro, eux, sont en chute libre. Mais pour le premier ministre, ça n'a pas d'importance. Hydro-Québec, c'est là pour faire de l'argent. Pourquoi vous imposez des augmentations injustifiées aux citoyens quand ça va coûter moins cher à Hydro? Toujours s'adresser à la présidente, je vous le rappelle, Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, je reprends mon explication. À chaque année, et on est en négociation actuellement avec les employés de l'État, on essaye de donner une augmentation qui est égale à l'inflation. Évidemment que si d'un côté, on augmente les tarifs d'électricité de l'inflation, que les salaires augmentent de l'inflation, je trouve que c'est logique, c'est cohérent. Ce qu'on sait, par contre, c'est que quand les libéraux étaient là, ils augmentaient les tarifs d'électricité du double de l'inflation. Donc, les gens devaient piger dans leur poche. Je pense qu'ils mélangent l'administration libérale avec la nôtre. Deuxième complémentaire, je vous demanderai d'être attentif aux propos du chef de l'opposition officielle pour votre deuxième complémentaire. Selon le premier ministre, il l'a dit mardi, personne ne lui parle de sa facture d'hydro dans l'autobus. Premièrement, le premier ministre, il ne prend pas l'autobus. Deuxièmement, a-t-il pris la peine de lire la revue de presse? Jean-François Blain, c'est de la poudre aux yeux.
Pierre Coutu, rejet quasi unanime du projet de loi. Mario Dumont, une mauvaise solution. Michel Girard, remboursez-nous. Pierre-Olivier Pinault, un mirage. Monsieur le Président, est-ce que c'est ça un premier ministre qui est à l'écoute? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, j'aurais presque le goût d'offrir au chef de l'opposition officielle d'aller peut-être samedi après-midi se promener au centre Rockland dans son comté. Et je serais prêt à parier pas mal que si on parle à une centaine de citoyens, il n'y en aura probablement pas un qui va nous parler du projet de loi 34. Donc, je lui offre cette possibilité-là d'aller sur le terrain. Je sais qu'il n'a pas l'habitude d'être sur le terrain. Je lui offre d'aller dans son comté. Non, s'il vous plaît. Non, je pense ne prêtez pas des intentions. Faisons attention aux propos encore une fois. C'est la réponse du Premier ministre. Je vous demande évidemment d'arrêter et de faire en sorte qu'on soit tous attentifs. Monsieur le Premier ministre, on vient de commencer. Vous complétez votre réponse. J'avais complété. Vous aviez complété. S'il vous plaît, la parole n'appartient qu'au chef de l'opposition officielle. Donc, pour le Premier ministre, les experts, c'est des vulgaires lobbyistes. Les groupes de consommateurs, ils exagèrent. Les entreprises, les PME, ils se plaignent pour rien. Sans parler de l'attaque, en plus, inexplicable de la ministre des Aînés contre sa propre clientèle. 35 des aînés gagnent moins de 20 000 $ et sont frappés de plein fouet par cette décision insensible de la CAQ. Le premier ministre doit maintenant écarter l'idée de bâillonner cette Assemblée pour imposer une taxe déguisée à tous les Québécois. Monsieur le leader du gouvernement. Monsieur le Président, on prête des intentions au gouvernement. Je ne crois pas que le terme « bâillonner » est approprié, Monsieur le Président. Je vais demander tout simplement, encore une fois, d'être prudent sur les mots utilisés. Nous les connaissons, nous les évitons. S'il vous plaît, maintenant, la réponse du Premier ministre. Oui, Monsieur le Président, je pense que le chef d'opposition officielle doit faire la différence entre des lobbyistes puis des citoyens. Et j'aimerais encore une fois le mettre au défi d'aller rencontrer ensemble des citoyens, puis de trouver un citoyen qui ne trouve pas que c'est une bonne idée de geler les tarifs d'Hydro-Québec l'année prochaine, puis ensuite les augmenter de l'inflation. Donc, je ne sais pas s'il préfère qu'on fasse ça dans les Laurentides ou à Ville-Mont-Royal, mais c'est comme il veut. Question principale, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, depuis le début du débat sur le projet de loi 34, le ministre de l'Énergie nous répète tout le temps la même cassette. La seule chose qui intéresse ce gouvernement et ce ministre, c'est de faire passer les Québécois au cash en leur imposant des hausses de tarifs d'hydroélectricité de 2 à 3 %. Hier après-midi, Monsieur le Président, j'ai présenté un amendement à l'article 2 du projet de loi. Un amendement qui disait que les hausses se feraient au maximum de l'inflation. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, ce qu'on veut, c'est offrir le meilleur prix, la meilleure hausse possible pour les Québécois. Pas la hausse maximum, la meilleure hausse possible. Dès le début du débat sur cet amendement-là, le ministre s'est prononcé contre l'amendement. Vous savez pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, la seule institution qui sort gagnante de ce projet de loi-là, c'est Hydro-Québec. Le ministre et ce gouvernement-là veulent assurer absolument une hausse de revenus à Hydro-Québec sur le dos des Québécois. Est-ce que le ministre est ouvert à accepter cet amendement-là, à accepter l'idée... Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, merci, Monsieur le Président. C'est effectivement toujours un plaisir de discuter avec mon collègue de Laval-des-Rapides. Nous sommes en commission parlementaire et, comme je le mentionnais la semaine dernière, où il y a une semaine et demie déjà, ça avance rondement. Bon, bien qu'on soit toujours à l'article 2, soit le même article qu'il y a une semaine et demie, honnêtement, les discussions sont constructives. Et mon collègue de Laval-des-Rapides mentionnait justement d'accepter l'amendement. Ben non, on a voté contre l'amendement, c'est déjà chose du passé. Essentiellement, j'entendais le chef de l'opposition parler de sensibilité. Où était-il, le chef de l'opposition, quand le mécanisme d'écart de rendement a été suspendu pour retourner l'argent, en fin de compte, dans la rigueur financière? Où était-il quand la hausse était 3 fois l'inflation dans cette sensibilité-là? Aujourd'hui, la proposition du projet de loi 34 est simple. Premièrement, on retourne 500 millions. Et pour retourner le 500 millions du compte d'écart, on doit modifier le mode de tarification. Donc, si la loi 34 est sanctionnée, on va pouvoir retourner 500 millions, un gel tarifaire et une hausse à l'inflation.
Sur base historique, Monsieur le Président, En terminant. ces 3 mesures-là, c'est une hausse qui n'a jamais été vue si faible. Première complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides. Monsieur le Président, Hydro-Québec appartient aux Québécois. Ils sont en droit d'obtenir le meilleur prix possible. À travers ce projet de loi-là et à travers surtout cette vision fermée du ministre, ce que le ministre veut absolument, c'est imposer des hausses de tarifs à l'inflation. On connaît bien on connaît bien ce que le premier ministre a dit, c'est qu'il souhaite absolument imposer à l'inflation parce que sinon, il considère que les Québécois vont gaspiller l'électricité. Est-ce qu'on peut donner un break aux Québécois et leur assurer qu'ils vont avoir des hausses, les meilleurs prix possibles sur les tarifs d'hydroélectricité? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Oui, Monsieur le Président, c'est ce que propose le projet de loi 34. Le retour de plus de 500 millions, là, dès la première facturation, ça représente 4,3 des comptes des clients sur une base annuelle. On retourne 4,3 en début d'année et on gèle les tarifs en 2020. C'est ça, prendre en considération la clientèle. C'est ça. Et là, le projet de loi 34, comme je vous le dis, on a des heures de discussion ensemble. Et certains amendements ont été apportés, ont été adoptés pour le bonifier. Il nous reste quelques semaines à travailler de manière constructive ensemble pour le faire avancer et pour le faire adopter. En terminant. Et je sais que je peux compter sur la collaboration de mon collègue de Laval-des-Rapides, comme Deuxième d'habitude. Complémentaire, Monsieur le député de Laval-des-Rapides, s'il vous plaît. Parole au député. On en débat tellement longuement, Monsieur le Président, parce que justement, il est totalement contre tout avis contraire de toutes les oppositions, de toutes les organisations qui s'y opposent. Ce qu'on se dit à la fin de la journée, c'est que même les clientèles qui sont supposées servir s'opposent à son projet de loi. Que ce soit les aînés, que ce soit les familles, que ce soit les consommateurs, à la fin de la journée, là, c'est une opposition, c'est un barrage d'opposition. Monsieur le Président, est-ce que finalement, on aboutit, là? Est-ce que finalement le ministre est ouvert à considérer des amendements qui vont aider les Québécois à payer le meilleur prix possible, Monsieur le Président? Monsieur le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je suis content que mon collègue de Laval-des-Rapides m'offre l'opportunité d'en parler, justement, des amendements. Pas plus tard que la semaine dernière, il y a un amendement qui a été apporté par mon collègue de Laval-des-Rapides. À sa lecture, on a trouvé ça fantastique. On a dit, hey, c'est une bonne bonification, ça. On est prêt à voter pour immédiatement. Savez-vous quoi? Ils ont insisté pour en débattre. On a passé 1 heure. S'il vous plaît, donc je vais vous demander, la parole vous appartient, vous avez les propos. Je vous demande simplement de ne pas intervenir et de garder le silence. Gardez le silence. Seul le ministre a la parole actuellement. On a passé 1 heure à en débattre pour nous convaincre qu'on était encore pour. Un peu plus, puis nous convainquait d'être contre. Mais honnêtement, on a fini par voter pour après 1 heure parce que c'était constructif et c'était pas du blocage, bien au contraire. Question principale. Madame la députée de Saint-Laurent. La réforme scolaire, Monsieur le Président, clairement sert essentiellement à s'assurer que le ministre de l'Éducation a tous les pouvoirs. Maintenant, qui va pouvoir fusionner des territoires? Le ministre. Qui va pouvoir abolir des centres de services? Le ministre. Qui va pouvoir dire si on choisit entre un gymnase ou un agrandissement? Le ministre. Qui va pouvoir dire quels services seront partagés avec le privé? Le ministre. Et si jamais il a oublié un super pouvoir, inquiétez-vous pas, il est prévu dans son projet de loi 40, l'article 310, qui permet de faire par règlement tout ce qu'il a oublié. Il va pouvoir maintenant, grâce à cet article fourre-tout, adopter par règlement un autre super pouvoir. Alors maintenant, Monsieur le Président, est-ce que le ministre peut nous dire qui connaît le mieux les élèves, le ministre ou les gens sur le terrain? Monsieur le ministre de l'Éducation. Les deux, Monsieur le Président. Les deux. Connaît bien le réseau, connaît bien les élèves, mais surtout, il connaît tellement que ça me fait plaisir de décentraliser la prise de décision vers les écoles. Et c'est bien parce que c'est très pédagogique. À chaque jour, vous nous sortez un article. Alors, allons-y, l'article 310. Le gouvernement peut, par règlement, prendre avant et là, on indique la date qui suit 18 mois la sanction de la loi, toute mesure utile à l'application de la présente loi. Imaginez, c'est scandaleux. On a un article qui permet d'appliquer la loi. Mon Dieu, breaking news. Et à la réalisation efficace de son objet. Monsieur le Président, ce genre d'article-là a été inclus dans des projets de loi par le précédent gouvernement du Parti québécois dans la loi 20, 36, 38, 60 et 68 et par le précédent gouvernement du Parti libéral dans le projet de loi 42, 86 et 157. C'est juste normal
d'avoir un article transitoire qui permet l'application de la loi. Alors, si vous voulez nous soumettre un autre article, ça va nous faire plaisir de faire l'article par article ensemble aujourd'hui. Question principale, complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent. Pour la compréhension de texte, clairement, c'est un échec pour le ministre de l'Éducation. Maintenant, je le mets au défi de prendre le libellé mot pour mot dans ses autres règlements et de le mettre dans son projet de loi 40. Il ne peut pas le faire. Savez-vous pourquoi? Parce qu'il nous a sorti les mêmes articles lors de la consultation. Il a fallu qu'on lui remette le texte de loi dans sa face pour dire que ce n'est pas exactement le même libellé. Il y a une grande différence ici. Il centralise tous les pouvoirs à Québec, loin des élèves, loin de la réalité sur le terrain. Monsieur le ministre de l'Éducation. Ouais, là, on retombe plus dans les messages tout faits. On n'y va plus dans les articles parce que, finalement, on essaie, Monsieur le Président, c'est triste un peu, de faire dire au projet de loi ce qu'il ne dit pas. C'est un projet de loi qui est bien accueilli par ceux qui font l'école à tous les jours, qui est bien accueilli par les parents. Je circule dans les écoles. Les gens ont hâte d'avoir une modernisation de la gouvernance scolaire pour que les décisions soient prises le plus près possible de ceux qui connaissent leurs élèves. C'est le principe de la subsidiarité. D'autres en ont parlé. Nous, on va l'appliquer. Ma deuxième complémentaire, Madame la députée de Saint-Laurent, je vous demande de ne pas commenter à voix haute les réponses, s'il vous plaît. Non, tout le monde. C'est pas le principe de subsidiarité, c'est le principe de la sourde oreille. Parlons-en de l'accueil. Il y a des enseignants qui font des sit-ins devant son bureau. Est-ce qu'ils passent de temps en temps à son édifice? Parce que le ministère de l'Éducation est occupé par des enseignants qui dénoncent la centralisation de pouvoir. Il y a des parents qui vous écrivent, vous les écoutez pas. Alors ici, là, je repose la question, pourquoi y a-t-il besoin d'un article fourre-tout pour corriger toutes les lacunes dans son projet de loi? Est-ce que c'est lui qui connaît mieux les milliers de noms d'élèves au Québec ou les enseignants, les directions d'école et les commissaires scolaires? Monsieur le ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, on revient à l'article 310. C'est le seul objectif, le seul obstacle qu'on a à l'adoption du projet de loi 40, c'est qu'il y a des articles transitoires pour l'application du projet de loi 40. Il ne reste plus grand-chose. Ma collègue nous parle... S'il vous plaît, encore une fois, je vous entends, malheureusement, puis moi, je souhaite entendre celui qui a le droit de parole à ce moment-ci, c'est le ministre de l'Éducation. Alors, c'est la même règle pour tout le monde. Monsieur le ministre de l'Éducation, poursuivez. On a consulté énormément pendant des années avant de préparer ce projet de loi-là. On a écouté les groupes qui sont venus nous voir, et on va continuer de les écouter. C'est vrai qu'hier, il y a eu des délégués syndicaux, des représentants qui sont venus, ont voulu se faire entendre. Les gens de mon cabinet les ont accueillis. On a convenu que je vais les rencontrer personnellement d'ici Noël. On a écouté les groupes avant, on les a écoutés en audition. On va continuer de les écouter, puis on va amender le projet de loi pour qu'il soit le meilleur possible au bénéfice des élèves. Question principale, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. Le rapport de la vérificatrice générale a confirmé nos pires craintes. Non seulement la crise continue à la DPJ, elle empire. Le nombre de signalements a augmenté de 27 % de 2014 à 2019 et la situation continue de se détériorer. La vérificatrice nous l'a rappelé hier. Le délai dans l'accès aux services compromet la sécurité et le développement des enfants. Je la cite, « Si on prend en compte le fait que ce nombre ne cesse d'augmenter, le délai d'attente risque d'augmenter si rien n'est fait. » Alors que le ministre délégué à la Santé faisait du pot à 21 ans sa grande priorité, il aura fallu le décès d'une fillette à Granby pour que le ministre bouge. La commission Laurent, c'est bien, c'est même nécessaire. En fait, quand la maison est en feu, c'est pas interdit de penser au plan de rénovation. Mais franchement, la première chose à faire, c'est de s'assurer que tout le monde est sorti de la maison sain et sauf. Quand on a du leadership, on s'occupe de ce qui est urgent. Ce que nous dit la vérificatrice générale, c'est que le ministre échoue à faire en sorte que nos enfants s'en sortent sains et saufs. Monsieur le Président, j'aimerais ça que le premier ministre nous dise s'il est satisfait du leadership exercé par son ministre. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, quand on est arrivé il y a un an, on a hérité d'un système sous-financé, un système où, effectivement, les délais d'attente inacceptables à la DPJ ont lieu. Je rappelle à la chef de la deuxième opposition que le rapport concerne les années 2016 à 2018. Donc, je pense qu'on peut dire déjà que les services sont améliorés en 2019. Monsieur le Président,
on a augmenté le budget à la DPJ de 63 millions. On a affiché 500 postes de plus. 500 postes de plus. Monsieur le Président, mon collègue est venu en politique pour défendre les enfants. Puis quand il est venu à mon bureau, à plusieurs reprises, me demander d'avoir des ressources additionnelles parce que la situation qui avait été laissée par les libéraux était inacceptable, j'ai accepté de lui donner des ressources. Évidemment, pas simple de trouver les personnes pour combler des postes. C'est une des raisons, entre autres, pourquoi on veut choisir certains secteurs quand on choisit des nouveaux arrivants. Donc, Monsieur le Président, la situation est en train de s'améliorer. Il y aura le rapport Laurent qui va venir. Et puis, bon, il y a un nouveau représentant de Québec solidaire qui est là. On travaille ensemble et on ne devrait pas faire de partisanerie autour des enfants. C'est trop important. Première complémentaire, Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. 33 millions, c'est même pas 1 des surplus de l'an passé, Monsieur le Président. À Alma, il y a 3 ans, il y a un petit gars de 22 mois qui est décédé 1 mois après avoir été signalé. Le logiciel de la DPJ avait décidé qu'il n'était pas assez vulnérable pour justifier une intervention. Tout le monde dans le milieu le sait depuis très longtemps. Ce logiciel-là, il est déficient. Le ministre ne fait rien. Alors, est-ce que le premier ministre va tolérer ça encore longtemps? Il peut agir maintenant. Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. C'est un dossier très sensible. En 2016, un enfant est mort, puis rien s'est produit. Nous, ce qu'on a demandé, déjà, c'est en cours, une révision de ce logiciel-là. Mais le plus important, puis c'est ça que j'ai dit à tous les intervenants, il n'y a pas de logiciel qui doit prendre préséance sur une décision clinique. C'est d'abord et avant tout des décisions cliniques. Quand ces décisions sont prises, c'est dans des situations difficiles. L'information est parcellaire, l'information est parfois erronée, donc il ne peut pas se fier sur ce qui se passe sur un logiciel. Si la décision est clinique, on fait tout ce qu'on peut pour alléger la charge administrative et les paperasses que nos intervenants doivent compléter. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient avec les patients, qu'ils voient les patients et qu'ils soient encadrés au niveau des décisions cliniques. Madame la chef du deuxième groupe d'opposition. Monsieur le Président, je pense que la commande ne se rend pas. Les intervenants et intervenantes doivent encore utiliser ce même logiciel-là qui est arrivé à cette conclusion-là, il y a 3 ans, et on cherche même à l'appliquer dans les CLSC. Alors, on commence à comprendre pourquoi, Monsieur le Président, que le premier ministre a lui-même lancé la commission Laurent, qu'on appelle aujourd'hui. La dernière fois que ça s'est passé, le premier ministre a protégé largement un ministre. Ça a été un cafouillage. Que va-t-il faire avec le ministre délégué? Monsieur le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Bien, Monsieur le Président, je ne pense pas que j'ai besoin de protection. On est en train d'ajouter des ressources partout. Les listes d'attente ont baissé de façon significative. Il y avait 3 800 enfants en attente au mois de juin. On est rendu à 2 000 enfants sur les listes d'attente. On continue à les éliminer. Nous, on veut les éliminer d'ici 1 an. Ensuite de ça, on veut travailler en amont. Plusieurs fois, ils nous ont demandé d'augmenter la taille de la DPJ. La DPJ, ça ne peut pas être la salle d'urgence des services sociaux, Monsieur le Président. Il faut qu'on travaille en amont, il faut qu'on prévienne, il faut qu'on évite ces signalements-là. Et c'est là qu'on va ajouter des ressources pour les jeunes avant qu'ils aillent à la DPJ. Question principale, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Oui, merci, Monsieur le Président. Hier, la vérificatrice générale blâmait sévèrement l'ancienne ministre de l'Économie sur le gouvernement libéral. Pour quelle raison? Parce qu'elle a mal géré un fonds de 1 milliard et qu'elle a multiplié les subventions hors programme et mal justifiées. On s'entend tous, Monsieur le Président, ça n'a aucun bon sens comme pratique. Mais c'est quoi le pire dans cette histoire-là, Monsieur le Président? Non seulement le gouvernement ne règle pas le problème, mais il va encore plus loin. Ça va être pire avec le projet de loi 27. Il y a un article dans cette loi qui permet de créer un fonds d'1 milliard à la disposition du ministre de l'Économie dans lequel il pourra dépenser, tenez-vous bien, 50 millions sans avoir à passer par le Conseil des ministres. Le seul appui dont le ministre de l'Économie a besoin, c'est un avis favorable de son collègue des Finances. Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement pense que c'est une bonne idée de répliquer les pratiques de l'ancien gouvernement libéral et de faire pire encore? Madame la ministre régionale au développement économique. Merci, Monsieur le Président. C'est une question qu'on est content de répondre aujourd'hui. Notre gouvernement se fait traiter parfois de brouillon
Puis ce qu'on a constaté il y a un an, la vérificatrice générale du Québec l'a confirmé hier dans son rapport. Notre objectif, quand on est rentré au gouvernement, c'était d'être beaucoup plus transparent, d'être plus structuré, pragmatique dans notre approche, et ce, également pour l'économie, en fait foi la loi 27 qu'on s'apprête et qu'on espère pouvoir adopter. D'ailleurs, le président du Conseil du Trésor nous a également conviés, tous les ministères, à développer une planification stratégique, structurée, organisée pour chacun des ministères. Cette optique-là démontre notre objectif d'assurer les suivis de nos actions, mais aussi d'être plus transparent à l'égard de la population. C'est ce que la population demande et c'est ce en quoi elle a le droit d'avoir accès, de la transparence, Monsieur le Président. C'est ce qu'on veut comme gouvernement. On sera plus structuré, on sera en mesure de faire nos suivis, puis c'est ce qu'on veut, c'est là qu'on veut aller. On veut amener un sentiment puis une perspective d'excellence dans nos façons de faire gouvernementales. C'est là qu'on s'en va. Première complémentaire, Monsieur le leader du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, le ministre de l'Économie affirmait cette semaine en commission parlementaire qu'il mettait en place ce fonds de milliards pour aller plus vite dans l'attribution de financement. Pas de compte à rendre au Conseil des ministres, juste besoin d'un appui de son collègue des Finances. Monsieur le Président, 2 ministres pour distribuer 1 milliard comme bon leur semble. C'est une belle petite caisse, ça. Elle est où la reddition de comptes, Monsieur le Président? Elle est où la transparence? Il est où le changement de culture par rapport au gouvernement libéral? Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Le projet de loi 27 vise à être plus agile dans nos façons de faire gouvernementales en matière de soutien aux entreprises. C'est ce qu'on va faire via le projet de loi 27. L'objectif est d'être plus transparent aussi. C'est pas vrai que ce que le député mentionne, le député de René Lévesque mentionne, on ne va pas laisser au ministre de l'Économie comme ça. On veut être responsable dans la gestion des fonds publics. Investissement Québec est l'outil qui nous apparaît le plus important et intéressant pour soutenir avec agilité les entrepreneurs au Québec. On veut faciliter l'accès aux finances pour augmenter l'économie, pour accélérer la croissance des entreprises. C'est là qu'on s'en va, Monsieur le Président. Deuxième complémentaire, et la parole n'appartient qu'au leader du troisième groupe d'opposition. Monsieur le leader. Oui, merci, Monsieur le Président. Plus agile, c'est quand même hallucinant, là. Moins de transparence. Ils ont blâmé longtemps le gouvernement. Puis là, ils veulent absolument faire pire. Monsieur le Président, l'article 35-22 du projet de loi 27, là, il le stipule, 50 millions sans discrétion, offerts par le ministre, sans passer par le Conseil des ministres. Si le gouvernement est véritablement sérieux, Monsieur le Président, il faut tout simplement retirer cet article-là. S'ils veulent être agile, c'est pas gérer le Québec avec la petite caisse de 50 millions. Madame la ministre déléguée au développement économique régional. Je rappelle les blâmes qui sont faits dans le rapport général de la vérificatrice générale. Je pense que ça démontre que c'était déterminé à même le ministère. Ce qu'on propose avec le PL 27, c'est de sortir l'analyse et l'expertise du gouvernement puis de le faire via Investissement Québec pour se donner un recul. C'est pas le gouvernement, c'est pas les gens ici qui vont déterminer, c'est Investissement Québec avec une structure externe, avec des spécialistes qui vont analyser les dossiers, qui vont faire leur travail, puis qui vont amener les entreprises à aller plus rapidement. C'est ni le ministre de l'Économie, ni ici, nous, qui allons décider. C'est Investissement Québec, une structure indépendante. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le député de Pontiac. Merci, Monsieur le Président. On va tous inévitablement passer par là. Les derniers moments de notre vie, quand on pense à ceux qu'on aime, on reflète sur ce qu'on a accompli et on reflète sur ce qu'on aurait aimé accomplir. On se dit qu'on ne rattrapera jamais le temps perdu, Monsieur le Président, et on n'a plus rien à demander à personne sauf une chose, mourir à la maison. Passer nos derniers jours dans le calme, dans le confort de notre chez-soi. Mais au Québec, en 2019, on ne réussit pas à offrir des soins palliatifs de qualité à domicile. Plutôt, les gens passent leurs derniers jours dans un système hospitalier trop occupé ou dans un CHSLD qui n'a pas toujours les ressources pour bien prendre soin de nous. Mais il n'y a pas de raison, Monsieur le Président, que les soins palliatifs ne soient pas donnés à la maison. Il y a une vingtaine d'équipes qui, depuis 2 ans, sont prêtes à être déployées, mais la ministre de la Santé refuse de signer une entente qui permettrait à tout ce monde-là d'offrir du service chez eux à des centaines de Québécois à l'aube de la mort. Alors, qu'est-ce qu'elle attend au juste? Parce que ces patients-là, ils ne peuvent pas attendre. Madame la ministre de la Santé et des Services sociaux. Monsieur le Président, sur le fond, je suis entièrement d'accord avec le député de Pontiac que la population demande d'être à domicile dans les derniers moments en fin de vie.
D'ailleurs, ça fait partie des soins palliatifs et des soins de fin de vie que d'organiser ces services à domicile. Il faut le faire avec les équipes des CLSC, il faut le faire aussi avec les médecins. Et d'ailleurs, on a une rencontre la semaine prochaine là-dessus avec la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec pour vraiment mettre sur pied toute cette organisation de services. Moi, je suis très familière avec cette façon de faire, Monsieur le Président. Quand j'étais dans le réseau, Monsieur le Président, j'ai mis sur pied ce type d'équipe qui est encore là à Verdun. Et je sais l'effet extraordinaire que ça peut faire pour les patients, pour les familles. Alors moi, Monsieur le Président, l'objectif que j'ai avec le ministère, avec mon équipe, c'est vraiment de mettre sur pied ces équipes le plus possible à travers le Québec, parce que les gens veulent mourir à domicile et non pas à l'urgence, Monsieur le Président. Première complémentaire, Monsieur le député. Tous les établissements du réseau s'étaient engagés dans ce sens-là pour mettre de l'avant des équipes dédiées aux soins palliatifs à domicile. La ministre nous dit qu'elle va avoir une rencontre la semaine prochaine. Ça fait 1 an qu'elle est là et il n'y a rien qui bouge. Les omnipraticiens nous disent qu'ils relancent le ministère de façon incessante, mais la seule réponse qu'ils ont, c'est que le dossier, il dort sur le bureau de la ministre. Alors, si le dossier, lui, il dort, Monsieur le Président, est-ce que la ministre, elle peut se réveiller? S'il vous plaît, soyez prudents dans les façons de faire, les façons de dire et les propos qui ne sont pas nécessaires, et vous le savez. Alors, pensez aux propos que vous utilisez. Madame la ministre, vous avez la réponse. Non, Monsieur le Président, c'est un dossier, d'ailleurs, dont on a hérité, je dois le dire, là, du dernier gouvernement, parce que ça aurait pu être fait dans la dernière année où est-ce qu'il était au pouvoir, ça aurait pu être fait avant, mais nous, on va le faire dans les règles de l'art, Monsieur le Président. Et moi, effectivement, je suis de l'opinion que c'est absolument prioritaire. On a mis sur pied, d'ailleurs, un groupe de travail national pour améliorer l'accès aux soins palliatifs et aux soins de fin de vie. Alors, c'est nécessaire. Ces équipes doivent être mises en place. On va travailler avec la Fédération des médecins omnipraticiens. C'est ce qu'on fait dans la collaboration, Monsieur le Président. Complémentaire, Monsieur le député de Pontiac. Monsieur le Président, réécoutez les mots de la ministre aujourd'hui et ceux des dernières semaines, c'est toujours la même chose. Elle nous répète qu'elle est préoccupée. Elle nous dit qu'on pose des bonnes questions. Elle nous remercie. Mais au-delà de ces préoccupations, il ne se passe rien. On n'arrive pas à savoir ce qu'elle fait concrètement pour améliorer la situation. Alors, est-ce qu'on peut avoir des faits? Est-ce qu'on peut savoir ce qu'elle a fait? Comment elle va s'assurer que les soins palliatifs soient disponibles à domicile? Madame la ministre déléguée à la Santé et aux services sociaux. Oui, Monsieur le Président. Bien, regardez, je l'ai fait à Verdun. Je sais ce que c'est une équipe comme ça qui va à domicile, qui donne des soins de fin de vie et la différence que ça fait pour les familles. Alors, et je pense que la Fédération des médecins omnipraticiens aussi comprend ça. On va travailler avec eux dès la semaine prochaine pour finaliser l'organisation de ces services. Le collègue député de Pontiac, il l'a dit lui-même, il y a 20 équipes qui sont prêtes, là. Monsieur le Président, on va mettre sur pied ces 20 équipes pour donner ce type de soins à la population qui le réclame. Merci, Monsieur le Président. Question principale, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Merci, Monsieur le Président. En juin dernier, Desjardins était l'objet du plus gros vol de données de l'histoire du Québec. Des millions de Québécois touchés, des millions de gens inquiets. Les yeux de ces gens-là se sont tournés depuis vers nous, vers la classe politique. Ils nous demandent d'agir ensemble sur ce dossier sensible. Le 21 juin, Québec solidaire a proposé une commission parlementaire. Le 9 juillet, le Parti québécois a fait la même chose. Le 1er novembre, le Parti libéral l'a fait. À chaque fois, les oppositions ont demandé un réel travail non partisan. À chaque fois, on a demandé une réelle réflexion sur le fond de l'affaire, c'est-à-dire la protection des données personnelles des Québécois et des Québécoises. Et à chaque fois, le gouvernement a dit non. Ça aurait dû être l'occasion d'un débat de fond sur la question. Finalement, c'est une occasion ratée. La démarche est discréditée, elle est expéditive et le responsable, c'est le leader parlementaire du gouvernement. Il emporte la totale responsabilité. Quand va-t-il arrêter de faire à sa tête? Quand va-t-il se mettre à travailler avec les oppositions pour le bien commun au Québec? Monsieur le leader du gouvernement, l'attention et la parole n'appartient qu'au leader du gouvernement. Monsieur le Président, quelle ironie. Quelle ironie, Monsieur le Président. Vous savez pourquoi? Parce que le gouvernement voulait, dès cet été, entendre Desjardins en commission parlementaire. Oui, Monsieur le Président, les collègues m'ont relaté en commission parlementaire lors du mandat d'initiative.
Oui. Monsieur le leader de l'opposition officielle, s'il vous plaît. Monsieur le 35.6, Monsieur le Président, le collègue se prête des intentions qu'il n'a jamais eues. S'il vous plaît, merci. Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande votre attention, s'il vous plaît. Je vous demande votre attention. Le leader du gouvernement, s'il vous plaît, collègue. Monsieur le Président, il me semble, sur une question de règlement, que le député doit prendre ma parole. Alors, je souhaiterais qu'il retire ses propos. Je viens de dire d'être prudent. L'échange a eu lieu. Nous sommes sur une question de fond sérieuse et importante. Moi, Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande de poursuivre votre réponse. Je ne veux pas d'interruption du genre. Monsieur le Président, dès cet été, le gouvernement souhaitait entendre Desjardins. Malheureusement, par un jeu partisan des oppositions, ne souhaitait pas entendre et tenir la commission rapidement pour entendre Desjardins. Il y a d'autres événements qui sont survenus, Monsieur le Président, et pour s'assurer qu'on puisse faire la lumière sur les événements qui sont survenus sur Desjardins, le gouvernement a déposé une motion en Chambre qui a été votée et qui nous permet aujourd'hui même d'entendre Desjardins. Pour la suite, Monsieur le Président, il y aura la commission parlementaire aujourd'hui dès 11h15. J'invite d'ailleurs Québec solidaire à faire partie de la commission. Le ministre des Finances ainsi que la ministre responsable de l'accès à l'information ont déjà annoncé qu'elle allait déposer des projets de loi dans les prochaines semaines pour s'assurer de protéger les données personnelles. Première complémentaire, Monsieur le leader du deuxième groupe d'opposition. Encore une fois, la parole n'appartient qu'à vous et ensuite à la réponse. C'est trop bruyant. Nous sommes attentifs aux propos qui sont échangés. Le dossier est sérieux. Monsieur le Président, la vérité, tout le monde la connaît. Le leader du gouvernement a décidé de travailler seul. Il a décidé de travailler mal. Il a décidé de travailler sans consulter personne et il a fait, c'est pas nouveau, des erreurs. Il aurait dû apprendre de ses erreurs en matière d'immigration. Après son cafouillage gigantesque la semaine dernière, il est retombé exactement dans le même pattern en convoquant une commission parlementaire de manière expéditive et cavalière. Quand va-t-il apprendre de ses erreurs au lieu de les répéter sans cesse? Monsieur le ministre, Monsieur le leader du gouvernement, encore une fois, je vous demande, dans ce dossier comme dans tous les autres, d'être attentif. C'est notre règle. Monsieur le leader. Moi, Monsieur le Président, je pense que d'entendre Desjardins aujourd'hui, que l'ensemble des parlementaires vont pouvoir poser des questions aux représentants de Desjardins ainsi qu'à 5 autres groupes, je pense que c'est une bonne chose dans le cadre des auditions publiques parce qu'il y a beaucoup de Québécois qui sont inquiets relativement au vol de données personnelles. Alors, le gouvernement a pris ses responsabilités pour inviter Desjardins à venir témoigner en commission parlementaire. Or, Monsieur le Président, et de la façon dont les partis d'opposition se comportent, ça fait en sorte que peut-être qu'on n'aurait pas réussi à entendre Desjardins. On a fait un choix responsable d'inviter Desjardins par une motion ici à l'Assemblée nationale. Alors aujourd'hui, Québec solidaire nous reproche d'inviter Desjardins à s'exprimer au Parlement. Soyons un peu sérieux, monsieur. S'il vous plaît, je vous demande encore une fois, je ne veux pas de commentaires. J'entends des gens qui n'ont pas la parole. C'est pas censé être ça. C'est à vous la parole, monsieur le leader. Monsieur le Président, les oppositions l'ont demandé 3 fois d'entendre Desjardins. 3 fois, la majorité gouvernementale a dit non. La vérité, là, c'est qu'avec sa commission minute, convoquée de manière cavalière, le message que le gouvernement envoie, c'est que le vol de données et le vol d'identité, comme des gens ici dans les tribunes ont fait victime, là, à la CAQ, on gère ça comme l'immigration, sur un coin de table. Monsieur le ministre, Monsieur le leader du gouvernement, s'il vous plaît, votre attention. Monsieur le Président, dès cet été, nous étions d'accord avec la proposition qui a été faite par le député de René Lévesque. On a donné notre consentement. Or, qu'est-ce qui est arrivé, Monsieur le Président, dans le cadre du mandat d'initiative? Ben non, les oppositions ont fait toujours ce qu'ils font. Ils embourbent les choses, puis plutôt que d'être efficaces pour faire en sorte de... Vous savez, il y a des termes, encore une fois. Il y a moyen de dire bien des choses en utilisant des mots du vocabulaire. Je vous demande aussi d'être prudent sur ça et de faire en sorte que le climat reste bon. C'est bruyant. J'aimerais que ce le soit moins. À ceux qui parlent et qui n'ont pas la parole, s'il vous plaît, soyez attentifs. Monsieur le leader du gouvernement, complétez votre réponse. Monsieur le Président, si les oppositions avaient à cœur le bien commun, ils nous féliciteraient, Monsieur le Président. Encore une fois. Non, encore, vous savez, je sais, Monsieur le leader du gouvernement et tout le monde, mais là, Monsieur le leader du gouvernement, permettez-moi d'intervenir à nouveau puis répéter ce que je viens de dire il y a 2 instants. Évitez de vous interpeller, répondez à la question, évitez les termes qui portent justement à des dérapages ou des événements bruyants. On n'a pas besoin de ça, c'est pas ça notre période de questions. Monsieur le leader du gouvernement.
Alors, Monsieur le Président, je crois que les Québécois souhaitent entendre Desjardins et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui dans un forum ici à l'Assemblée nationale en commission parlementaire. L'objectif, il est atteint. À un certain moment, Monsieur le Président, il ne faut pas toujours faire le jeu des oppositions comme ils le souhaitent. C'est important qu'il y ait de la transparence, que les groupes puissent être convoqués. Ce que nous faisons aujourd'hui, nous prenons une décision responsable. Question principale, Monsieur le député de Lapinière. Monsieur le Président, entre la 20 et le pont La Violette, l'autoroute 55, c'est pas une autoroute. Plusieurs routes la croisent, comme le chemin Forêt. Pour la population qui vit là, l'intersection est dangereuse. Le maire de Bécancour le dit à répétition. Une résidente de la région raconte qu'elle fait parfois un détour de 15 km par Saint-Célestin pour aller à Précieux-Sang parce qu'elle considère l'intersection Forêt 55 dangereuse. D'autres racontent que ça prend 20 minutes la traverser. La semaine dernière, les élus locaux ont décidé de s'adresser directement au ministère des Transports. Déception, le dossier n'avance pas. On fait quoi? Les élus ont proposé de construire un viaduc maintenant. Il va falloir en construire un de toute façon éventuellement. Alors, un viaduc ou un élargissement, ou les deux, le ministre va-t-il enfin écouter la population et faire avancer son dossier? Monsieur le ministre des Transports. Président, mon collègue de Bécancour m'avait très bien informé du dossier qui est piloté par les élus de cette région. Il y a 2 rues qui mènent à un cul-de-sac. On sait qu'il y a des investissements importants qu'eux souhaiteraient voir de l'avant pour sécuriser la 55. C'est une route qui est à 100 km/h, je le sais très bien. Il y a de la circulation dans ce secteur. Je regarde le dossier avec mon collègue de Bécancour. On va trouver les meilleures solutions possibles pour sécuriser le réseau. C'est l'engagement que je prends pour la population et les élus. Premier complémentaire, Monsieur le député. Monsieur le Président, c'est le Parti libéral qui a mis le projet de l'élargissement de la 55 au PQI en 2017, mais en 2018, sur les ondes de TVA, l'actuel député de Nicolet Bécancour s'est vanté d'avoir réussi, lui, à mettre le projet au PQI. Il est où aujourd'hui le très influent député de Nicolette? Parce que le projet il est encore stationné à étude. Pas une virgule d'avancement. Est-ce que le ministre des Transports peut nous confirmer que le député de Nicolet Bécancour n'a aucune influence sur lui? Monsieur le ministre des Transports, soyez prudent dans les propos, faites attention, faites un débat, il peut être vigoureux, bien sûr, mais non violent, monsieur le ministre. Ça, c'est le style du député de Lapinière, c'est pour ça qu'il donne pas... Non, s'il vous plaît, non, mais il n'y a pas de comparaison. Là, on est sur le fond de la question. Monsieur le leader du gouvernement, monsieur le ministre des Transports, on est sur le fond de la question. Je pense que ça réclame une réponse sur le fond et je vous demande de la faire. Je dis respectueusement que c'est le style du député de Lapinière. C'est pour ça qu'il n'est pas en course à la chefferie aujourd'hui au Parti libéral, parce que personne ne veut de lui au Québec. S'il vous plaît. Alors, pourrez-vous revenir? Je vous demande de revenir sur le fond de la réponse, s'il vous plaît, et de faire en sorte que le climat reste calme. Vous savez, Monsieur le Président, le député Nicolet Bécancour fait un excellent travail dans sa circonscription. Un excellent travail. Il pilote le dossier, il est bien au fait de la situation avec ses élus et la population comme telle. Il m'a fait valoir encore une fois ce que la population souhaite. On va continuer de travailler avec lui pour être capable de réaliser ses engagements. Monsieur le député de Lapinière, deuxième complémentaire, toujours ayant vu les propos que l'on utilise et le fond de la question. Monsieur le Président, je ne veux pas faire de la peine au ministre. Ma campagne électorale, le premier ministre lui-même est débarqué dans le comté avec le député et a dit, je cite, « Il est temps qu'on arrête de parler et qu'on le fasse. Il faut que ça avance. » Mais ça avance pas, Monsieur le Président. S'il est influent, ça a l'air que c'est pas vrai. Apparemment, le premier ministre n'a pas plus d'influence. Alors, le ministre, peux-tu se lever et dire qu'il va faire avancer le dossier à opportunité, oui ou non? Monsieur le ministre des Transports. Monsieur le Président, oui, je vais rester poli. Il y a plusieurs dossiers au ministère des Transports qu'on doit piloter, faire avancer. Il y a beaucoup d'investissements. Il y a 4,8 milliards de dollars que nous avons investis cet été, que nous investirons l'été prochain. Je vais continuer de travailler avec le député Nicolet Bécancour, comme je l'ai fait avec tous les députés du gouvernement et les députés d'opposition qui viennent me porter des dossiers, comme vous, Madame la députée, ce matin. Alors, soyez assurés, Monsieur le Président, qu'on va continuer de travailler dans l'intérêt de tous les Québécois pour sécuriser le réseau québécois, encore une fois, autoroutier. Merci. Question principale. Monsieur le chef de l'opposition officielle, s'il vous plaît. Monsieur le chef de l'opposition, vous êtes le seul à avoir la parole. Monsieur le Président, dans quelques instants, nous nous apprêterons à voter une motion de notre collègue, la députée de Westmount-Saint-Louis, concernant les services offerts aux personnes autistes ayant notamment atteint la majorité. Monsieur le Président, malgré nos couleurs politiques différentes, je suis convaincu que les valeurs que sont l'humanisme et la compassion animent également le Premier ministre.
En appuyant aujourd'hui la motion, il aurait l'occasion de poser un geste en ce sens. Les citoyens s'attendent, au-delà de nos divergences, à ce que nous soyons capables de travailler ensemble. Et aujourd'hui, Monsieur le Premier ministre, ma formation vous tend la main pour faire avancer une cause tellement importante. Donc, dans un esprit de non-partisanerie et pour le bien de ces personnes concernées, est-ce que le Premier ministre va voter en faveur de la tenue de 2 jours d'audition pour entendre une quinzaine d'experts afin de tous nous éclairer sur les défis et les sensibilités de l'autisme? Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, le dossier des enfants et des jeunes adultes qui ont des difficultés, des handicaps, des formes d'autisme plus lourds, ça me touche beaucoup. Puis je veux le dire, entre autres, à la députée de Westmount-Saint-Louis. Mes collègues, je devrais dire, travaillent à ce qu'on aide mieux les parents de ces enfants. Ils ont besoin de beaucoup de services additionnels. Effectivement, rendus à 18 ans, il y a des services qui disparaissent. Il y a des montants qui sont donnés quand c'est une famille d'accueil, mais des montants pas mal moins importants quand c'est rien pour les parents qui choisissent de sacrifier leur carrière souvent pour aider ces enfants. Donc, Monsieur le Président, c'est un dossier là, qui nous touche, qui me touche beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup actuellement de travail dans les commissions parlementaires. Du travail qui n'avance pas dans les commissions parlementaires. Et, Monsieur le Président, on a déjà accepté plusieurs mandats d'initiative de l'opposition depuis qu'on est ici. On n'a rien, aucune leçon à recevoir du Parti libéral. S'il vous plaît, il reste peu de temps, M. le Premier ministre. S'il vous plaît, je vais vous demander... Monsieur le Président, le Premier ministre tient des propos blessants. Lorsqu'il... Oui, Monsieur le Président. Je m'excuse, je vais vous demander... Monsieur le leader de l'opposition officielle, je suis debout, je vous demande de vous asseoir, c'est la règle. Monsieur le leader du gouvernement, je suis debout, je vous demande de vous asseoir, c'est la règle. C'est un sujet très sensible. Évitons, il y a eu du respect dans l'attention à la question et du respect dans l'attention de la réponse. Je continue à vous dire que c'est un sujet très sensible. Je demande au Premier ministre de compléter ses réponses. C'est ma décision à ce moment-ci et on arrête là-dessus. Monsieur le leader de l'opposition officielle, j'ai déjà rendu une décision. Vous connaissez, faut-il vous rappeler l'article 41? Je viens de dire, continuons les réponses pour compléter les périodes de questions. Je ne veux pas entendre plus longuement. S'il vous plaît, ne recommencez pas ce que vous ne vous souhaitez pas. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous redemande de vous asseoir pour compléter la question. Et pour compléter la question, je n'ai pas à vous entendre plus longtemps. C'est fait. Monsieur le Premier ministre, je vous demande de compléter votre question. Nous nous reparlerons au besoin, mais pour l'instant, nous complétons les périodes de questions. C'est ma décision. Monsieur le leader. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous demande de vous asseoir. Je viens de vous dire ce que je viens de dire. Dans ce sujet très sensible, je demande au Premier ministre de compléter la réponse, ce qui complétera la période de questions. Il en est ainsi. Je préside. Je viens de vous le dire. C'est comme ça que ça va se passer. Monsieur le Premier ministre, complétez votre réponse. Monsieur le leader du gouvernement, je vous demande que je veux le calme pendant les réponses et on est à l'étape de la réponse. Monsieur le leader de l'opposition officielle, Monsieur le leader de l'opposition, je sais ce que vous me dites, vous avez commencé, j'ai compris. Monsieur le leader de l'opposition officielle, je vous demande de vous asseoir et de laisser le Premier ministre compléter la question. Je viens de vous le dire. Ma décision, article 41, et c'est comme ça que ça se passe. Monsieur le leader, Monsieur le Premier ministre.
entendre quand on fait un rappel au Vous règlement. faites un nouvel appel au règlement que celui que vous aviez fait il y a 2 instants. Monsieur le... Écoutez, on est à une étape et on est à la fin d'une période de questions sur un sujet extrêmement sensible où tout allait bien, où il y a eu respect sur l'écoute de la question parce que très important, respect à l'écoute de la réponse également. Je demande que l'on complète la réponse du premier ministre. Vous m'avez, monsieur le leader de l'opposition officielle, et tous donné le rôle de présider. Aujourd'hui, je vous dis que dans ce contexte, je demande au premier ministre de poursuivre sa réponse. Je demande votre collaboration, la vôtre spécifiquement, monsieur le leader de l'opposition officielle. Ne me forcez pas à aller plus loin, vous le savez fort bien. Je vous rappelle l'article 41. J'ai pris une décision, c'est celle qui sera appliquée. Nous complétons pour les quelques secondes restantes cette période de questions. Merci, monsieur le premier ministre. Monsieur... Non, je m'excuse. Là, vous allez... Est-ce qu'il faut vraiment que j'aille jusqu'où vous ne souhaitez pas que j'aille? Je vous dis que non. Monsieur le leader de l'opposition officielle, dans le contexte, c'est très clair. Je vais vous demander, je vais vous dire, c'est un premier appel à l'ordre. On complète la période de questions. Je ne veux pas aller là. Ça ne donne rien. Je pense qu'on est en mesure de faire en sorte de compléter ce qui se passait bien sur un sujet aussi important. Je vous fais, monsieur le leader de l'opposition officielle, un premier appel à l'ordre. Je ne veux pas aller plus loin que ça. Je demande au premier ministre de compléter sa réponse, s'il vous plaît. Monsieur le premier ministre. Monsieur le premier ministre, vous complétez. Monsieur le Président, la députée de Soulanges est avec nous parce qu'elle a un enfant qui est lourdement handicapé. Elle a décidé de faire de la politique avec nous. On a pris des engagements, on va les respecter. Maintenant, si les libéraux... Cela met fin à la période de questions et de réponses orales et je ne veux plus de commentaires. Ça se termine comme ceci. Merci à tous.